Salut futur milliardaire. C'est de nouveau l'heure de regarder un film. Aujourd'hui, il s'agit d'un film d'horreur indien. Petite précision, ce n'est pas seulement un film d'horreur. En Inde, l'histoire commence par une femme enceinte courant, désespérément à travers un champ de riz. La seconde suivante, elle s'écroule au sol, et une main pâle se tend vers elle pour lui donner un petit couteau. Changement de scène. En plein sommeil, l'héroïne Kexi est soudain réveillée par des bruits de bagarre. Elle descend précipitamment et voit son mari Manté, prise à partie par un groupe de voyous. En réalité, Manté a échoué dans sa tentative de créer une entreprise et s'est endetté d'une grosse somme. Les hommes exigent qu'il rembourse tout en 24 heures, sinon ils mettront fin à la vie de toute sa famille. Évidemment, ils n'ont pas le temps de réunir l'argent. Sans autre choix, le couple décide de quitter les lieux pour aller quelque part où personne ne pourra les retrouver. Le majordome, Laoka, leur suggère de se cacher quelque temps dans son village natal. Là-bas, personne ne songerait à les chercher. Et sa femme pourrait aussi s'occuper de la grossesse de Kexi. Ainsi, guidés par Laoka, ils arrivent près d'un champ de maïs. Mais manque de chance, c'est la saison de la récolte. Ils doivent donc traverser le champ à pied. Ils arrivent alors dans un terrain découvert où plusieurs chemins se croisent. Ne sachant lequel prendre, Kexi se fie à la direction indiquée par un épouvantail, pensant que c'est la bonne route. Mais pour être sûr, Manté décide de la laisser se reposer sur place pendant qu'il va vérifier le chemin devant. En l'attendant, Kexi finit par s'endormir au bord du sentier. Lorsqu'elle rouvre les yeux, la nuit est tombée complètement. Apeurée, elle n'a pas d'autre choix que d'avancer à tâtons. Sans savoir combien de temps elle marche, une maison apparaît, alors devant Kexi. Elle frappe à la porte, mais il semble n'y avoir personne à l'intérieur. C'est alors qu'elle entend la voix de Manté derrière la maison, et s'empresse d'aller voir. La soudaine apparition de Manté accompagné d'un homme inconnu fait presque mourir. Kexi de peur, Manté explique qu'il s'est perdu, et vient lui aussi juste d'arriver. Kexi ne se méfie pas et le croit. Mais au dîner, une remarque de Tante Peng la surprend profondément. Elle ne s'attendait pas qu'au XXIe siècle, il existe encore un endroit aussi patriarcal. Mais elle garde le silence, respectant la coutume locale. Dans la conversation, elle apprend que la maison qu'elle avait vue appartenait au frère aîné de Laoka, décédé dans un incendie. Depuis, la maison est restée vide. Tante Peng lui recommande expressément de ne plus s'y rendre. Mais le lendemain, alors qu'elle se promène près de là, Kexi tombe par hasard sur la maison. Poussée par la curiosité, elle ouvre la porte. L'intérieur est exactement comme Tante Peng l'avait décrit, ravagé par le feu. Mais une scène sombre et sinistre s'y dévoile aussi. Effrayée, Kexi recule et sort de la pièce. Elle se retourne et marche vers la cour, mais découvre alors un immense bassin d'eau. Intriguée, elle se penche pour regarder à l'intérieur. De retour, elle confie à Manté qu'elle aimerait se faufiler discrètement pour rentrer en ville, car rester ici indéfiniment n'est pas une solution. Mais Manté lui demande de rester afin de se reposer et protéger sa grossesse, qui approche déjà des 8 mois. Sans autre option, Kexi accepte. Le lendemain, Manté est parti. Sous la compagnie de Tante Peng, Kexi ressent une chaleur maternelle depuis longtemps oubliée. Mais avec elle, des événements étranges commencent à survenir. Le soir, lorsqu'elle se sépare, Kexi ne remarque pas qu'un petit garçon se tient dans l'ombre du champ de maïs voisin. Le matin, des coups de hache résonnent à l'extérieur. Kexi sort et aperçoit une femme étrange, silencieuse, en train de fendre du bois. Elle remarque une longue cicatrice sur son ventre. Alors qu'elle est plongée dans l'étonnement, une voix lointaine se fait entendre. À sa surprise, Tante Peng, d'ordinaire douce et aimable, s'adresse à la femme avec des paroles dures. Il s'agit de Rani, la fille de Tante Peng. Quelques années plus tôt, elle avait perdu son bébé in utero, laissant cette cicatrice. Incapable de surmonter ce drame, elle n'a plus jamais parlé. Son mari, parti travailler au loin sous la colère, n'a pas été revu depuis des années. Le soir, Kexi se promène seule dans la cour. Elle ne remarque pas qu'un petit garçon est apparu devant la porte. La seconde suivante, la clochette de l'entrée teinte. Kexi se retourne, mais il n'y a personne. Pensant que c'est juste le vent, elle n'y prête pas attention. Jusqu'à ce qu'une voix l'appelle. Quasi. Un garçon court à l'intérieur. Kexi le poursuit, mais aucune trace de lui. Soudain, il surgit à nouveau, derrière elle et s'éloigne en courant. Elle croit alors que ses enfants jouent à cache-cache. Elle suit leurs pas jusqu'à la maison brûlée, mais Tante Peng surgit et la tire en arrière. En apprenant que Kexi a vu 3 garçons, Tante Peng lui dit qu'ils sont des fantômes errants, sans personne pour les guider et qu'il faut absolument les éviter. Plus elle restera loin d'eux, mieux ce sera. Mais Kexi, ancienne institutrice aimant beaucoup les enfants, affirme que si elle les revoit, elle jouera avec eux. Devant son entêtement, Tante Peng veille sur elle toute la nuit. Le lendemain, Kexi aperçoit Rani au loin dans un miroir, semblant vouloir lui dire quelque chose.
Alors qu'elle s'approche, Rani se détourne. À cet instant, Keksi sent que cette maison cache un secret inavouable et que ses 3 enfants pourraient en détenir la clé. C'est alors que les 3 garçons réapparaissent. Keksi les suit jusqu'à une maison où, devant la porte, repose un magnétophone diffusant la voix d'une chanteuse. Elle se retourne et voit les 3 enfants. Mais lorsqu'elle s'approche, ils surgissent soudain derrière elle en courant. Il est clair que ces garçons ne sont pas ordinaires. Mais, passionné par les enfants, Keksi ne remarque pas que Tante Pang, surgissant brusquement, arrache le magnétophone et le jette dans le champ de maïs. Keksi, furieuse, l'accuse de n'avoir qu'une fausse douceur et que son vrai visage est celui qu'elle montre à Rani, mais les paroles de Tante Pang la laissent complètement abasourdie. Heureusement, Manté rentre ce soir-là. Keksi lui confie que Tante Peng est une personne étrange, toujours à raconter des histoires bizarres, et qu'elle ne veut plus rester ici. Après insistance, Manté accepte enfin de partir. Mais à peine arrivé à la porte, Manté reçoit un coup de bâton de Laoka, et Keksi est aussitôt drogué par Tante Peng. À son réveil, Laoka et sa femme sont en train de réaliser un rituel mystérieux. Dans la confusion, Keksi ignore ce qu'ils lui ont fait. Puis Tante Peng l'attache à un lit et lui annonce qu'elle va lui raconter une histoire qui décidera de la vie ou de la mort. Pour elle et son enfant, il y a plusieurs années, le frère aîné de Laoka avait épousé une femme. Mais après leur mariage, leur vie heureuse fut détruite. Tante Peng avait 4 fils, mais pour une raison inconnue. Cette femme détestait ses enfants. Elle traitait particulièrement mal ses 3 plus jeunes fils, et même son mari s'y opposa. Rapidement, ses 3 enfants commencèrent à se détourner d'elle. Tante Pang essaya tous les moyens pour les protéger, mais rien n'y fit. Désespéré, le mari fit pression sur sa femme, ce qui déclencha une violente dispute. Finalement, le frère de Laoka fut tué par cette femme, qui ensuite s'ouvrit le ventre avec un couteau. Ce drame laissa le couple complètement figé. Mais avant qu'ils ne puissent reprendre leurs esprits, la femme se pendit. Et, chose insupportable, leurs 3 fils l'imitèrent et se suicidèrent aussi. On pouvait croire que cette tragédie s'arrêterait là. Mais la femme leur jeta en plus une malédiction familiale. Quelques années plus tard, le seul fils restant, Rani, se maria. Mais alors que Rani était enceinte de 8 mois, il aperçut dans le champ de maïs la femme et ses 3 fils morts. Rani fut possédé par la défunte, perdit son bébé et devint muette. Par la suite, il prit 2 autres épouses, mais toutes perdirent leur enfant à 8 mois de grossesse. Après ces échecs, le couple envoya leur fils vivre en ville et lui trouva une femme en ville, qui aujourd'hui approche elle aussi des 8 mois de grossesse. Une main effrayante glissa lentement sur son ventre. Le lendemain, Keksi découvre une empreinte de main apparue mystérieusement sur son ventre. Encore troublée, elle aperçoit soudain Manté. Puis les 3 garçons réapparaissent, lui disant que l'enfant qu'elle porte est une fille et qu'ils n'ont jamais vu de fille de toute leur vie. Ils lui disent que lorsque le bébé naîtra, ils joueront avec lui. Mais en un clin d'œil, les 3 garçons disparaissent de sa vue. À ce moment-là, Keksi comprend qu'elle a été piégée et qu'elle ne peut pas continuer à rester ici. Elle tente alors de quitter le champ de maïs, mais aperçoit sans cesse les 3 garçons et la silhouette de la sorcière. Elle monte ensuite sur le toit pour observer et aperçoit au loin l'épouvantail qu'elle avait vu en arrivant. Rapidement, elle se rend sur la clairière où il se trouve et, en suivant la bifurcation qu'elle se rappelle, elle découvre que c'est un cul-de-sac. N'ayant pas d'autre choix, elle rebrousse chemin et marque avec un morceau de tissu tous les sentiers qu'elle emprunte. Mais après d'innombrables allers-retours, elle ne trouve toujours pas la sortie. C'est alors qu'au fil de sa marche, elle finit par découvrir la véritable histoire. En réalité, la sorcière était une femme douce et gentille, aimée par les 3 enfants. Ce n'est pas elle qui leur avait jeté un sort, mais parce qu'elle portait une fille, elle n'était pas bien. Traitée par son mari, la mentalité patriarcale de tous les hommes du village l'avait conduite à subir d'atroces violences domestiques. Les 3 garçons, voulant protéger leur belle-mère, lui avaient donné un petit couteau pour se défendre. Mais en tirant dessus, son mari fut accidentellement blessé. C'était un accident. Mais la famille de Tante Peng crut qu'elle avait tué volontairement. En un instant, Keksi comprit que c'était la vérité que la sorcière voulait lui montrer. Pourtant, elle ne comprenait toujours pas pourquoi cette femme avait tué des enfants et des bébés innocents. Lorsqu'elle retourne dans la maison, elle découvre que l'empreinte sur son ventre s'est agrandie, provoquant une douleur si intense qu'elle se roule par terre. Alors qu'elle hurle, une femme au corps brûlé apparaît près d'elle. Dans le brouillard de sa vision, Keksi voit les petits pieds d'un bébé et tend la main pour le toucher. À ce moment-là, les 3 garçons sont assis autour d'elle, admirant ce nouveau-né, tandis que la femme carbonisée le serre, désespérément contre elle. Elle se souvient, ce jour-là, la famille, dans un accès de rage, quand Keksi reprend ses esprits, son ventre a disparu. Mais sa fille n'est nulle part.
Elle se précipite hors de la chambre et arrive près du bassin, où Laoka et sa famille s'apprêtent à sacrifier le bébé pour assurer la prospérité masculine de leur lignée. Lorsque tout le monde s'éloigne, Kexi s'avance au bord du bassin et regarde. En bas, elle y voit d'innombrables femmes noyées. La seconde suivante, son ventre regonfle soudainement. Elle comprend que tout cela est encore une vision que la sorcière veut lui imposer. Mais elle ne sait toujours pas pourquoi elle a tué ses enfants et ses nouveau-nés innocents. C'est à cet instant que la sorcière apparaît devant elle. 3 jours passèrent et la tante Pong et son mari vinrent inspecter les lieux. En voyant Kexi encore en vie, la renarde morte s'agita d'émotion. Ils avaient enfin brisé la malédiction de la sorcière. Son mari, Mant, les rejoignit, ignorant encore ce qui s'était réellement passé, et voulut emmener Kexi loin d'ici. Mais celle-ci s'arrêta soudain, demandant pourquoi ils avaient tué la sorcière et ses enfants. Laoka avoua qu'il avait tué son frère et ses 3 fils, mais Kexi savait désormais que c'était un accident, non un meurtre. Pourtant, après cela, ils avaient voulu le brûler vif. Même dans ces circonstances, la sorcière avait mis au monde une petite fille. Hélas, l'enfant subit aussi leur cruauté. Le visage brûlé au point d'être méconnaissable, la sorcière sauta dans un bassin, tandis que ses 3 enfants périrent en tentant de sauver la vieille dame et la petite. Mais on accusa la sorcière non seulement d'avoir tué leur famille, mais aussi d'avoir massacré des enfants. Ayant appris toute la vérité, Kexi comprit que, lorsqu'elle voulait écorcher Haosi, la sorcière avait épargné sa vie en tant que mère, lui promettant de venger son sort tragique. En réalité, elle haïssait surtout la mentalité patriarcale de la tante Pong, qui ne valorisait que les garçons. Les enfants qu'elle effraya ce jour-là ne comprirent pas la situation, et elle dut révéler la prospérité de la famille Zhang Ying. Les vrais meurtriers étaient en fait la tante Pong et les siens, qui, craignant que la vérité n'éclate, choisirent d'éliminer tous les témoins. Rani, pour avoir gardé le silence, ne survécut qu'en partie, laissant derrière elle une cicatrice mortelle. Lorsque Laoka comprit que tout était découvert, il se mit à menacer. Mais Haosi répondit calmement. On découvrit alors que Mant était en réalité leur seul fils survivant, et que tout avait été prémédité avec ses parents. Kexi, ayant tout révélé, décida de partir et affirma qu'elle donnerait naissance à sa fille. Mais Mant, refusant de l'accepter, tenta de l'attaquer. À ce moment, Rani, restée silencieuse jusque-là, explosa de colère et saisit un lourd objet pour frapper Mant. Guidés par les 3 enfants, Kexi et Rani parvinrent enfin à quitter cet endroit maudit. Les crimes de la famille Mant seraient désormais révélés au grand jour. Abonnez-vous.